Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis enseignant géopolitique et avocat. Nous sommes le 28 juillet 2022. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire sans expectative de mandat ou de considération de quelque nature que ce soit. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est la guerre ignoble, la guerre civile. Voilà. Dans une vidéo précédente qui s'intitule la guerre noble, la guerre ou la guerre ignoble, j'avais apporté certaines précisions au sujet de certaines idées qui circulent au sujet de la guerre. Avant la Deuxième Guerre mondiale, et ça je vais revenir rapidement sur la notion de guerre noble et ignoble avant d'aborder la question de la guerre civile. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une tendance en Occident parmi les anciennes monarchies devenues des États industriels et commerciaux, mais qui étaient formés, qui conservent l'aspect de monarchie. On pense à l'Angleterre, les pays scandinaves, la Hollande, la Belgique, ainsi de suite. Et aujourd'hui, avec Poutine qui veut faire renaître Pierre le Grand, bon, etc. Il y avait cette culture parmi les rois chrétiens, même avec les rois français jusqu'à Louis XVI, de faire la guerre dans des clairières, dans des champs de bataille, à l'extérieur des villes, à l'extérieur des villages, afin de protéger les infrastructures, les châteaux, les aqueducs, à partir de la Première Guerre mondiale, l'électricité, ainsi de suite. Donc, il y avait, et aussi les populations civiles, les femmes, les enfants, les vieillards, les personnes handicapées, les personnes malades, etc. Donc, il y avait, parmi les monarques chrétiens, une volonté, si vous voulez, de limiter le conflit, le combat, pour quelque raison que ce soit, accroissement du territoire, du royaume, dispute au sujet d'une rivière, au sujet d'une mine de minéraux, ou encore strictement pour des raisons familiales, puisqu'on sait que les monarques souvent étaient des cousins ou des gens apparentés d'une manière ou d'une autre. Donc, il y avait à ce moment-là un souci parmi les rois chrétiens de se conformer au judéo-christianisme et à épargner. Donc, c'était ce que moi j'appelle la guerre noble. Évidemment, cela, c'était à l'exclusion de ce qu'on appelle la guerre civile, sur laquelle je vais revenir. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui va se développer, c'est la guerre ignoble, c'est-à-dire une guerre, une forme de la guerre qui va amener ce qu'on va appeler des bombardements avec le développement de l'aviation de bombardement, le bombardement de Londres, Varsovie, Stalingrad. Les Alliés ne sont pas en reste aussi avec Dresden, Berlin, Hambourg, enfin, les villes allemandes ont à peu près toutes été bombardées par les Alliés. Nombreuses villes françaises, Caen, Rouen, tout le nord de la Normandie a été bombardé en vue du débarquement. Donc, c'est la guerre ignoble qui va se continuer, qui va connaître une apothéose avec le bombardement d'Hiroshima et Nagasaki. Dans cette guerre ignoble, eh bien, les victimes, ce sont principalement les civils et les infrastructures. Les infrastructures, c'est-à-dire tout ce qui permet de vivre une vie à peu près normale, ce qui comprend au premier chef l'accès à l'eau potable, à des bâtiments pour se protéger des intempéries, n'est-ce pas, contre le froid, et un système routier, des ponts. Donc, l'ensemble des infrastructures urbaines et rurales qui permettent à des populations civiles de vivre, non pas seulement de survivre, mais de vivre et de progresser et d'être heureux, là, entre guillemets. Avec la Deuxième Guerre mondiale, tout ça maintenant, ça fait partie du portrait de la cible. Tout ça entre dans le collimateur des Aufklärer, c'est-à-dire des chefs.
n'est-ce pas? Ce que la philosophie anglo-germanique a développé qui a commencé avec Darwin, Galton, Spencer, Gobineau, Breitheart, ce qui va se développer en France et en Allemagne avec Descartes, Kant, Hegel, Fichte, Schelling, Marx, Hegel avec l'Aufklärung, avec l'apothéose avec Martin Heidegger, un grand disciple de Friedrich Nietzsche, qui va devenir recteur de l'Université de Berlin, qui va être nommé par Hitler. Donc, toute cette friture anglo-germanique mène directement, conditionne la société, conditionne la classe politique et amène la guerre ignoble, c'est-à-dire la destruction des infrastructures et des populations civiles avec l'arme atomique. Bien entendu, là, vraiment, il n'y a plus de limite. On a beau parler des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, des chartes. On a vu depuis 2 ans, à l'occasion de la pandémie de la COVID, ce qu'il advient des droits fondamentaux des personnes, puisque les Aufklärung, les oligarques, les Aufklärung ont appuyé des oligarques, ont littéralement violé à peu près tout ce qu'il y a en termes de droits fondamentaux. Et on assiste aujourd'hui à une sorte de jeu extrêmement périlleux dans un monde multipolaire que souhaitait d'ailleurs Poutine et qu'il a réussi à imposer avec les États-Unis, l'OTAN d'un côté, la Russie et la Chine d'autre part, et de nouveaux joueurs comme atomiques, enfin des joueurs atomiques qui étaient déjà là, comme l'Inde, la Corée du Nord, Israël, il y a l'Iran bientôt, l'Argentine, le Brésil, l'Afrique du Sud qui pourrait joindre le fameux BRICS créé par Xi Jinping et Poutine, qui va servir de contrepoids aux États-Unis, aux forces de l'OTAN. Donc on est rendu là, le portrait est très mauvais, et tout ça sur fondement de friture, de philosophie anglo-germanique qui mène à l'Aufklärung avec les oligarques, qui mène à la destruction de l'humanité et de la civilisation. Évidemment, où se situe la guerre civile dans tout ça? Eh bien, dans ce portrait, il faut voir que la guerre civile remonte à il y a longtemps, même chez les Romains, chez les Grecs, il y a eu des guerres civiles. Mais je n'ai pas l'intention de remonter aussi loin dans l'histoire de l'humanité. Je ferai simplement remarquer que les guerres civiles sont des guerres extrêmement vicieuses et qu'il est difficile de les placer dans un encadrement juridique. Je vais vous donner des exemples de guerres civiles. D'abord, ma réflexion sur la guerre civile m'a amené à classer les guerres civiles en 2 catégories. Vous avez la guerre civile par procuration et la guerre civile par implosion. La guerre civile par procuration, essentiellement, imaginez une communauté, vous avez un groupe dominant, un groupe dominé. À l'intérieur du groupe dominant, vous avez une élite. À l'intérieur du groupe dominé, vous avez une élite. Mais il arrive que le groupe dominé trouve des appuis, l'appui d'un État étranger qui est prêt à lui fournir un appui politique, diplomatique, voire militaire, c'est-à-dire lui fournir des armes pour permettre au groupe dominé de former ce qu'on va appeler des ennemis combattants légaux, c'est-à-dire des partisans, et à ce moment-là, commencer une guerre civile sur un territoire donné avec des armes fournies par l'étranger. Exemple, l'Irlande, dans les années 30, a bénéficié de l'appui. Le général Collins a pu former des ennemis combattants légaux et les armer avec des armes fournies par des millionnaires irlandais situés aux États-Unis, mais aussi possiblement des armes en provenance d'Union soviétique et avec l'appui aussi de l'Église catholique, ce qui a mené à l'indépendance de l'Irlande. Vous avez aussi un portrait analogue avec la guerre du Vietnam qui a bénéficié de l'appui, le Viet Cong qui a bénéficié de l'appui de la Russie qui a fourni les fameux AK-47, de la Chine qui a fourni un appui logistique de toutes sortes de manières. On peut penser aussi à Sentier lumineux qui a mené la guerre civile dans plusieurs pays à travers l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud.
supportés par Cuba et l'Union soviétique. On peut passer au Chili du général Pinochet, qui, grâce à la CIA et l'appui américain, a pu renverser Salvador Allende, ainsi de suite. Et là, vous avez un portrait analogue aussi avec l'ANC, avec Nelson Mandela, et ce qui s'est produit en Afrique du Sud, avec l'appui de l'international socialiste, et ainsi de suite. En fait, les exemples de guerre civile par procuration, il y en a des centaines. En fait, la plupart des guerres civiles qui ont mené à la naissance de nouveaux États, de nouveaux gouvernements, c'est grâce à l'intervention de tiers pays qui ont fourni des armes à des partisans, c'est-à-dire à des ennemis combattants légaux, au sens de la Convention de Genève, la partie 3, les articles 1 à 5, je vous réfère, qui reconnaît l'existence des partisans, c'est-à-dire des gens qui défendent une cause dans une communauté ou un groupe minoritaire et opprimé, dominé, exploité. Donc à ce moment-là, il peut y avoir une révolte et c'est au sens du droit international, c'est parfaitement légal à la condition de se conformer à la règle d'un commandement, du port d'un uniforme avec des signes distinctifs, un drapeau et d'arborer des armes, c'est-à-dire de les montrer, de ne pas les cacher. Et ça, ces ennemis combattants légaux se distinguent des ennemis combattants illégaux qui, eux, sont des terroristes, des espions. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, il y a dans l'histoire de l'humanité de nombreuses situations de guerre civile, de troubles intérieurs, qui ont reçu le support d'un tiers État. Maintenant, la guerre civile par implosion. Ça, c'est triste. Ça, c'est le royaume de la SAD, S-A-D, Sex, Arms and Drugs. C'est-à-dire lorsqu'une communauté opprimée ne bénéficie pas d'un appui extérieur ou d'un appui vicié, eh bien, elle se détruit elle-même dans la drogue, dans la déchéance morale, la prostitution. Ces enfants se prostituent, ces jeunes garçons vendent de la drogue, et ainsi de suite. C'est ce qu'on va retrouver dans des sociétés qui implosent. Je pense ici au Mexique, à plusieurs provinces du Mexique, où les cartels, les organisations criminelles ont littéralement pris le contrôle. Ce sont des sociétés qui implosent. Et ça explique les vagues migratoires, par exemple, vers les États-Unis, où vous avez de nombreuses, en Amérique centrale, des sociétés de petits pays, où des minorités exploitées veulent se libérer d'une oppression absolument épouvantable, en termes, si vous voulez, de famine sur le plan économique, mais aussi sur le plan de la répression policière, voire militaire, des exécutions, ainsi de suite. Donc, vous avez aussi le même problème encore dans certains pays d'Amérique du Sud. Mais tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de tiers pays prêts à venir en aide à des provinces du Mexique aux prises avec des cartels. Même chose avec la Tchétchénie, la répression que Poutine a exercée contre les Tchétchènes suite à un attentat terroriste dans la fameuse salle de théâtre. Ce sont des sociétés abandonnées à elles-mêmes. De nombreuses anciennes républiques d'Union soviétique sont aussi abandonnées à elles-mêmes, quoique les Américains semblent vouloir intervenir en Géorgie. En Chine, vous avez le cas de la Mongolie, vous avez le cas des communautés musulmanes qu'on emprisonne, qu'on torture, ainsi de suite. Donc, vous avez de nombreuses minorités dans le monde qui ne bénéficient pas d'un appui de tiers pays pour organiser des ennemis combattants, pour fournir des armes afin qu'ils puissent se libérer. Les armées de libération, malheureusement, pour ces pays, ça n'existe pas. Ce qui existe, par contre, c'est une résurgence du banditisme dans ces sociétés, des groupes criminels, comme au Mexique.
prennent le contrôle des populations, mettent au banc les gouvernements, effraient les gouvernements, effraient les dirigeants. En fait, une société où tout le monde se cache parce que la dangerosité, la criminalité est rendue tellement forte, tellement élevée, tellement omniprésente. Voilà. Maintenant, quel est le cas du Québec? Vous savez, le Québec a été victime de la France. Il ne cesse pas d'être victime de la France depuis Louis XV. Et là, c'est mon opinion personnelle que je vais vous donner. Parce que nous avons été créés par Louis XIV, je vais l'expliquer dans une vidéo, mais nous avons été largués par Louis XV. Et aujourd'hui, au cours du dernier siècle, nous avons encore été largués par la France. Le Parti québécois a été largué par la France. Jacques Parizeau a été largué par la France. Tout le monde comptait sur l'appui de la France, mais la politique de la France, c'était non-ingérence, non-indifférence. Ça veut dire quoi? Débrouillez-vous avec vos problèmes. Jamais on va vous supporter. Tous les présidents, Chirac, Mitterrand, Sarkozy, Macron, nommez-les tous, ils ont tous été d'une indifférence cruelle à l'égard du Québec. Tous. Tous ont couché avec le pouvoir fédéral et n'ont montré aucun signe d'appui ou de support. Bien sûr, c'est à vous de décider si vous voulez faire l'indépendance ou pas. Malheureusement, ces gens-là, ces présidents-là français que j'ai nommés, n'ont jamais lu un livre d'histoire de leur vie pour comprendre qu'un mouvement de libération a besoin d'appui tactique, d'appui logistique. Ce dont Israël a bénéficié, soit dit en passant, avec la Haganah, n'est-ce pas, ou des avocats, dont Menahem Begin et d'autres, aux États-Unis, ont permis à Israël de s'armer, de chasser les Britanniques de la terre sainte d'Israël qui leur appartient. Donc, il faut comprendre que les groupes opprimés, parce que là maintenant, Israël a la question palestinienne qui n'est pas réglée. Mais la Palestine bénéficie de l'appui de nombreux pays arabes autour. Ça, on ne peut pas dire que la Palestine implose, mais on peut dire que le Québec implose, parce que le Québec est confronté avec la légalisation de la marijuana. Maintenant, on est devenu un territoire de paria. On est devenu un territoire de haute criminalité, de banditisme. Il ne faut pas se le cacher. Regardez ce qui se passe à Montréal depuis quelques années. Et la légalisation de la drogue a tout simplement permis au marché de prendre de l'expansion, c'est-à-dire des gens qui n'auraient jamais consommé parce que la marijuana était illégale, et bien maintenant ils peuvent consommer. Non seulement on a légalisé, mais on a commercialisé la marijuana, un peu comme en Hollande. On est en train de devenir un problème pour les Américains et pour les autres provinces du Canada, parce qu'ici la commercialisation a atteint un niveau très élevé, alors que dans les autres provinces, le phénomène semble encore un peu marginal. Quoique en Ontario, il semblerait qu'il y ait un accroissement là aussi. Donc, ce que je comprends de tout ceci, c'est que le Québec est une société qui implose, dont la jeunesse est confrontée à un problème récurrent et progressif de consommation, de dépendance aux drogues, avec un taux de suicide alarmant et évidemment, on est aussi, et ça a été dit, exprimé, une volonté de la part des législateurs, du moins dans certains partis politiques, je pense aux libéraux, de légaliser la prostitution, ce qui va avoir aussi un effet d'entraînement important. À partir du moment où une activité n'est plus illégale, il y a bien des gens qui vont se livrer, qui vont en quelque sorte consommer ou se livrer à des actes de prostitution le jour où tout ça va être légalisé grâce à notre bon Justin Trudeau. Voilà. Donc, on est dans une société qui implose et où le projet d'indépendance du Québec est rendu, est pratiquement dissous, n'existe plus. Et à ce moment-là, on aura la classe dominante, la société dominante aura réussi avec la dissolution des mœurs à faire, à annuler en quelque sorte le projet, cette idée de pays, ce qui a un effet déprimant sur l'ensemble de la population.
et sur le moral de la population. Ajouter à ça la COVID, eh bien, la situation est loin d'être rose. Maintenant, qu'est-ce qui arrive en bout de ligne avec les sociétés qui implosent? Eh bien, elles peuvent être intégrées, s'assimiler à d'autres sociétés. Et je pense qu'un jour, ici au Québec, si vous voulez, compte tenu des paramètres que l'on voit se dessiner, eh bien, la langue anglaise va s'imposer, de même que les institutions de la common law. C'est déjà commencé, j'en suis témoin. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle une société qui se dissout, un peu comme une substance dans l'acide, n'est-ce pas? Une société qui a implosé. Hein? Une société qui cesse d'exister, dont les institutions vont disparaître graduellement. Voilà. Heureusement, il y a eu de la part des anglophones une volonté de se mêler de leurs affaires, ce qui a amené l'historien Michel Brunet d'identifier les deux solitudes. Donc, on peut dire que ce qui a amené la dissolution du Québec, ce ne sont pas les anglophones, ce ne sont pas les immigrants, ce ne sont pas les réfugiés. Ceux qui ont causé l'implosion du Québec, c'est notre élite. C'est notre élite, c'est notre classe politique et nos oligarques. Ça n'a rien à voir avec les Anglais. Non. Les Anglais nous ont toujours respectés. Désolé, là. J'ai eu l'expérience dans les forces armées au gouvernement fédéral. Les anglophones nous ont toujours respectés. C'est une crise artificielle qui a été créée par un certain milieu nationaliste, socialiste, rattaché à l'international socialiste et à des sociétés secrètes que je nommerai pas, qui ont provoqué depuis l'époque des Canadiens, depuis l'époque de la révolte des Patriotes, qui ont créé littéralement, un malaise qui aurait dû mener normalement à la création d'un nouvel État en Amérique du Nord. Et il aurait fallu pour cela que ça se fasse de la même façon que les Irlandais l'ont fait, avec l'aide de l'Église catholique, qui était notre moteur spirituel, moteur institutionnel pendant des années, même notre moteur économique pour de nombreux agriculteurs, l'importance qu'ils accordaient à l'Église. Donc, s'il n'y avait pas eu cette division entre une certaine élite politique anticléricale et l'Église catholique, s'il n'y avait pas eu cette division, aujourd'hui on serait un pays. Pour moi, c'est très clair. Au lieu de ça, on implose. On implose avec une élite qui s'est rattachée à des valeurs qu'on ne connaît pas, qu'on ne reconnaît pas et qui sont très étrangères au catholicisme traditionnel. Le seul espoir que je vois à ce moment-ci, c'est que les églises protestantes prennent de l'expansion et elles sont toutes en général inspirées par un certain républicanisme à l'américaine. Donc on voit très bien que les prochains paramètres à s'activer, eh bien, probablement que ça va tourner autour de l'annexion politique du Québec, voire du Canada aux États-Unis. Parce que la dominance vient du Sud, que les valeurs claires fondamentales viennent du Sud. Et ici, nous nous sommes en quelque sorte laissés hameçonner, harponner par une élite qui, au fil des décennies, ne cherchait qu'à s'enrichir sur le dos d'une population démunie sur le plan de l'éducation, sur le plan économique, mais qui pouvait se rattacher à l'Église catholique. On leur a enlevé l'Église catholique. Heureusement, ils se sont rattachés, beaucoup d'entre eux, à des églises protestantes, évangéliques ou autres. Ces mêmes églises s'étant rattachées comme branches ou comme succursales à des églises américaines et qui véhiculent des valeurs républicaines à l'américaine.
des valeurs qui ont inspiré la Constitution des États-Unis et les pères fondateurs de la nation américaine. Voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à aimer, ne pas aimer, à partager, à débattre. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Là-dessus, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Au revoir.